Aujourd'hui, on va explorer les fondements d'une approche de réduction des méfaits adaptée au contexte de la sexualité sous influence de cannabis. Au fil de cette vidéo, vous serez en mesure de comprendre les principes de base de cette approche, d'adopter une posture qui soutient l'agentivité et la positivité sexuelle et de mieux cerner les enjeux liés au consentement. On va aussi discuter des stratégies concrètes pour favoriser un consentement éclairé, ainsi que des pratiques, des attitudes et des postures qui rejoignent réellement les jeunes adultes. Finalement, on va aborder les attitudes à privilégier dans des contextes d'intervention auprès de groupes diversifiés et on amorcera un processus de pratique réflexive. Aujourd'hui, on entend de plus en plus parler de réduction des méfaits, surtout en contexte d'intervention auprès des jeunes qui consomment. C'est important de bien comprendre ce que ça signifie, surtout quand on aborde des réalités comme la sexualité sous influence. La réduction des méfaits, ou harm reduction en anglais, c'est une approche qui cherche à réduire les conséquences négatives associées à la consommation de substances. On ne parle pas ici d'imposer l'abstinence à tout prix, mais plutôt de reconnaître que certaines personnes consomment pour toutes sortes de raisons et qu'on peut accompagner ces personnes dans leur choix de façon sécuritaire et respectueuse. Concrètement, la réduction des méfaits, ça peut se traduire par plusieurs choses. La fourniture de matériel de consommation plus sécuritaire, pour fumer, vapoter, etc. Des services d'injection supervisés. Des tests de composition de substances, le drug checking. Des services de santé accessibles sans condition, peu importe le statut de consommation. Cette approche repose sur deux grands principes. Le pragmatisme. On part du principe que certaines personnes consomment et qu'il faut trouver des manières concrètes de réduire les risques. Par exemple, offrir de l'information claire, du matériel sécuritaire ou encore de réfléchir à des stratégies de réduction des risques adaptées à la réalité de chacune. L'humanisme. C'est l'idée d'agir avec empathie, respect et sans jugement. Chaque personne mérite des soins de qualité, peu importe ses conditions de vie, ses pratiques ou ses choix. L'idée, c'est d'être dans l'écoute et la collaboration plutôt que la répression ou la moralisation. Un point important, la réduction des méfaits et l'abstinence ne sont pas opposés. C'est à la personne de décider ce qui est juste pour elle. On peut tout à fait soutenir quelqu'un dans une démarche de réduction ou d'arrêt, tout en restant dans une posture RDM. On insiste beaucoup sur l'approche de réduction des méfaits dans la formation parce qu'on sait que les approches strictement axées sur l'abstinence ont montré leurs limites, là où la RDM permet une intervention plus réaliste, plus humaine et plus ancrée dans les droits des personnes. Dans le contexte de la sexualité sous influence, c'est une posture qui est essentielle pour reconnaître les expériences vécues des jeunes tout en les outillant à réduire les risques. On va maintenant parler de quelque chose d'assez fondamental quand on intervient sur la sexualité avec des jeunes, c'est la posture qu'on adopte. Est-ce qu'on parle de sexualité comme un risque à éviter ou comme un espace à explorer, à vivre pleinement dans le respect de soi et des autres? On va creuser ensemble plusieurs concepts essentiels qui nous aident à mieux accompagner les jeunes, particulièrement quand il est question de sexualité sous influence. D'abord, il faut se rappeler que la sexualité, c'est pas juste biologique ou instinctif. C'est une construction sociale. Elle est façonnée par notre culture, nos normes, notre éducation et nos représentations. Et forcément, ça a un impact sur la manière dont les jeunes, et nous aussi, pensent, vivent et parlent de leur sexualité. Une notion importante aussi, c'est la négativité sexuelle. C'est cette idée-là qui est souvent implicite que la sexualité, c'est dangereux, honteux ou à cacher. C'est ce qui peut faire d'ailleurs qu'on évite d'en parler, qu'on blague pour se protéger ou qu'on juge certains comportements comme déviants ou pas normaux. Et ça inclut aussi l'idée que sexualité plus cannabis égale automatiquement un problème. Mais ce discours-là, même s'il est courant, peut vraiment nuire à l'intervention. Il crée de la honte, de la culpabilité et il empêche souvent un développement sexuel sain et assumé. Ben, une des formes de négativité sexuelle que j'ai pu être témoin dans ma pratique, c'est surtout de pas aborder, d'éviter complètement le sujet de la sexualité par inconfort, par peur de pas savoir comment recevoir l'information, ou dévoilement de situations difficiles. Je pense que ça, c'en est un des plus communs sur lesquels on, peut-être comme intervenant, ou si on se pose pas toujours la question, on n'a juste pas le réflexe d'aller là parce que dans le fond, il y a un inconfort, puis ça vient induire comme un climat comme quoi la sexualité, c'est pas nécessairement un sujet qui est bienvenu
non plus dans ce temps-là. Une autre manière dont la négativité sexuelle, elle peut se traduire aussi, en moi je l'ai déjà vu en dépendance, c'est qu'on a ce réflexe comme intervenant hem, de toujours aborder la sexualité sous l'angle du risque et l'angle aussi du contrôle. Hem, Est-ce que la personne a bien, contrôlé, était bien, consciente, de ce qu'elle faisait, à tous les moments? Est-ce qu'elle a pris des risques pour elle-même? Et qu'est-ce qui est considéré comme étant du risque? Quelle est la norme? Ce qui souvent déroge de la norme est davantage vu comme risqué. Plusieurs partenaires sexuels est vu comme beaucoup plus risqué qu'un seul. Ça revient au biais finalement qu'on peut avoir aussi comme intervenant. Qu'est-ce qui est, acceptable, et qu'est-ce qui est risqué ou non pour la personne? À l'inverse, la positivité sexuelle, c'est une posture qui reconnaît la sexualité comme un espace de bien-être, de plaisir, de connexion, sans jugement moraux. C'est voir la diversité des pratiques et des identités comme naturelles et valides. C'est aussi reconnaître que les jeunes sont capables de faire des choix éclairés, à condition qu'on leur offre l'espace, le soutien et les outils pour le faire. Et surtout, ça veut dire aborder la sexualité avec une posture d'ouverture, de respect, sans tabou. Ouais. Adopter une posture de positivité sexuelle en intervention, je pense que les intervenants qui s'y adonnent ou s'y adonneraient découvriraient comment ça permet d'ouvrir énormément de conversations qu'on ne se douterait pas qu'on peut avoir avec les personnes qui nous consultent. Ça vient ouvrir la porte à ce que la personne a réellement envie d'aborder. Elle va nous le dire elle-même, ce qu'elle a envie de nommer ou pas par rapport à sa sexualité, que ce soit sous influence de cannabis ou non. Donc, on évite de passer à côté une sphère de vie de la personne quand on l'aborde comme ça. Ça donne aussi une opportunité de le préparer avec la personne. Puis les gens ont envie de réfléchir aussi, ont envie de s'y préparer. Ça permet des fois, un espace où les questions qu'on n'aurait pas pensé se poser vont nous permettre de vraiment prévoir qu'est-ce que j'ai envie de faire, jusqu'où j'ai envie d'aller, qu'est-ce que j'ai envie d'intégrer comme pratique sexuelle ou non dans ce contexte-là où j'explorais peut-être pour la première fois une sexualité sous influence de cannabis, par exemple. Et ça nous amène à un autre concept clé, l'agentivité sexuelle. Les jeunes possèdent déjà cette capacité de faire des choix pour eux-mêmes, d'exprimer leurs désirs, de poser leurs limites et de se sentir acteurs ou actrices de leur propre sexualité. En fait, parler d'agentivité sexuelle, c'est reconnaître et valoriser cette force. C'est une forme d'empowerment sexuel qui n'est pas juste théorique. Quand une personne se sent agentive et que son agentivité est reconnue, elle est mieux outillée pour prendre des décisions qui sont en phase avec ses valeurs, ses envies et ses besoins. C'est aussi ça qui permet aux jeunes de mieux gérer les situations complexes comme celles où il y a consommation de cannabis. C'est super intéressant parce que ça montre aussi que les personnes sont dans l'anticipation, elles sont pas irresponsables. Elles veulent et puis elles aiment avoir cet espace pour en discuter et pour anticiper ce qu'ils veulent faire, avec qui, comment, et puis les accompagner de manière ouverte, dans ce processus-là. Je pense que si j'étais un intervenant puis je souhaitais mettre en place une pratique orientée vers la sexualité positive, je pense que la notion d'être conscient de ses biais, de conscient de nous-mêmes, nos valeurs par rapport à la sexualité, puis d'essayer d'éviter de les projeter sur l'autre, c'est quelque chose d'assez important pour laisser cette autonomie-là vivre de soi. Puis d'avoir comme fil conducteur, que ce soit par rapport à la consommation et à la sexualité, la notion de plaisir, ça guide vraiment, je pense, tout le discours qu'on va avoir dans notre façon d'explorer la sexualité, de donner de la place à la personne pour qu'elle dise ce qui l'intéresse, comment elle souhaite le vivre, énoncer ses forces, puis peut-être des fois ses défis par rapport à son agentivité. Ce qui est peut-être un peu plus particulier dans la sexualité sous influence, c'est que on est aussi, ben, en fait, dans toute sexualité, on est aussi devant l'agentivité d'un ou d'une autre ou de plusieurs autres personnes. Et ça, je trouve que c'est des fois un peu plus difficile à naviguer parce qu'on, comme intervenant, on est aussi conscient de ces troisième ou quatrième, l'ensemble des partenaires de la personne qui est devant nous. Fait qu'il faut aussi réfléchir un peu à comment la personne a aussi conscience de l'agentivité d'un ou d'une partenaire potentielle à travers sa sexualité sous influence du cannabis.
Ça peut se faire aussi à travers justement valoriser la recherche de, oui, son plaisir de soi-même, le plaisir pour nous, mais qu'est-ce qui fait plaisir à sa ou ses partenaires, de voir comment est-ce que cette personne-là peut le communiquer, le vérifier, l'explorer, puis que ce soit quelque chose de valorisé en fait. On veut quelque chose qui soit dans l'enthousiasme, dans le plaisir, dans l'exploration consensuelle. Donc, c'est, c'est aussi tout un langage, je pense, qui va ouvrir la porte à ce que ce soit un discours positif sur la sexualité. On n'est pas toujours conscient en fait de ce qu'on laisse transparaître et on laisse tous transparaître des choses par rapport à qui on est et ce qu'on considère être des normes, que ce soit la sexualité ou autre chose. Alors, comme intervenant, je pense que c'est aussi essentiel, comme pour n'importe quel autre sujet finalement, la sexualité, mais il faut faire le point avec soi-même pour savoir aussi anticiper et pouvoir naviguer avec la personne dans l'intervention. Le consentement sexuel peut être défini comme un accord volontaire qui établit les limites de ce qui est ou ce qui n'est pas acceptable dans une interaction. Les approches traditionnelles du consentement reposent souvent sur des cadres binaires. Le non veut dire non, centré sur le refus, ou le oui veut dire oui, centré sur l'affirmation. Par contre, plusieurs perspectives contemporaines considèrent maintenant le consentement comme un processus dynamique. Cette approche-là vise à favoriser non seulement la sécurité, mais aussi le plaisir sexuel, à travers une communication continue, explicite et mutuellement respectueuse. On va maintenant prendre un moment pour revenir sur certains mythes persistants autour du consentement sexuel, donc des idées reçues qui circulent encore, parfois même dans les milieux d'intervention. On en a choisi quelques-unes et on va prendre le temps de les nuancer, les déconstruire ou même de les remettre en perspective si elles contiennent une part de vérité. Ben, le consentement, ça a longtemps été communiqué comme étant un oui ou non au début, alors que c'est quelque chose qui est beaucoup plus évolutif à travers un choix d'avoir ou non une relation sexuelle. Puis c'est compréhensible dans la mesure où ben, notre état peut changer, particulièrement si on est sous influence du cannabis. Mais aussi, quand on a un acte sexuel, généralement, c'est rarement scripté. Donc, il y a quelque chose d'abductif à travers tout ça. Puis l'idée de se laisser aller, c'est aussi l'idée de devoir continuellement réaffirmer notre volonté de poursuivre dans la relation sexuelle. Donc, c'est vraiment de voir le consentement comme un processus à vérifier tout au long de l'expérience sexuelle, en fait. Puis ce qui est particulièrement complexe, je pense, quand on est sous influence, puis qu'on a un partenaire qui est sous influence, c'est que ben, on peut être moins conscient de notre état, mais aussi on peut être moins à l'aise pour détecter l'état du partenaire. Euh, on a parlé de loi de l'effet, ben, c'est comme s'il y avait deux lois de l'effet en quelque sorte qui se rencontraient. Puis cette idée-là de pouvoir valider le consentement, puis que l'état d'influence du cannabis peut varier durant une relation sexuelle, rend les choses un peu plus complexes à naviguer. Donc moi, c'est un mythe qui me fait mal parce que, ça culpabilise finalement la personne qui avait dit oui, parce qu'on a cette notion que le consentement devrait être dit oui ou non à un moment donné, mais non, c'est évolutif donc effectivement, on a le droit de dire non à n'importe quel moment, et puis on a le droit de plus être trop sûr et de prendre le temps en fait de prendre la décision aussi. L'idée qu'une personne peut jamais consentir sous influence euh, vient de textes de loi qui amènent l'idée on devrait être conscient continuellement puis d'avoir un consentement volontaire pour pouvoir le faire. Alors que malheureusement, dans la société, ben, cette idée-là d'être capable de consentir est jamais pleinement présent. Donc, même sous influence, il y a comme l'idée de gradient. Euh, un gradient qui est peut-être plus difficile à détecter que qu'est-ce qu'on anticipe, mais qui est quand même présent et qui devrait être toléré dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. La sexualité se produit souvent sous influence. Le fait que légalement, ça se définisse un peu comme avec cette idée-là que on peut pas consentir du tout à rien si on est sous influence, fait en sorte qu'on n'en parle pas assez, puis qu'on rend encore plus à risque ces situations-là, en fait. Donc, on aurait peur d'en parler, on aurait peur de vérifier, puis on est moins outillé parce qu'il n'y a pas eu de conversation là-dessus. Mais en fait, idéalement, c'est sûr que
faudrait vérifier davantage. Si on sait qu'on a consommé, que nos partenaires ou notre partenaire a consommé, ça veut peut-être dire, oui, qu'il faudrait être encore plus à l'écoute. Puis pas juste de ce qui se passe verbalement, mais dans le non-verbal aussi. Et je pense que les aspects légaux vont plus vers une intoxication aiguë qui amène l'idée de part de consentement. Mais nécessairement, même si on a ce seuil-là qui est dans un texte de loi, ben, quand on va avoir une sexualité puis qu'on veut l'avoir, un peu comme tu dis, ben, on va dire, ben, on était sous cet état-là, alors que si on pense à une transgression, ben, là, il y a une des deux personnes qui va dire, ben, tu pensais que j'étais sous ce seuil-là alors que j'étais au-dessus et toi, pas nécessairement. Donc, ça crée comme une fausse impression des fois de sécurité, alors que c'est plutôt un continuum, l'intoxication, puis qu'on devrait plus apprendre à naviguer avec lorsqu'on décide d'avoir des relations sexuelles sous influence. Quand on parle de sexualité sous influence, un des thèmes qui revient systématiquement, c'est la question du consentement. Les jeunes qu'on a rencontrés nous l'ont dit clairement, le consentement, c'est crucial. Peu importe la situation, peu importe la substance, donner et recevoir un oui clair, ça reste la base. Mais c'est pas toujours simple. Certains jeunes ont mentionné qu'ils se sentaient parfois moins attentifs aux signaux du non-consentement. D'autres disent que pour eux, ça change pas grand-chose. Même sous influence, ils se sentent capables de consentir de manière libre et éclairée. Ça revient plus souvent chez celles et ceux qui consomment régulièrement et qui connaissent mieux leurs réactions. Ce qui est frappant aussi, c'est la comparaison avec l'alcool. Pour beaucoup, les normes autour du consentement sont plus claires quand il s'agit d'alcool que quand il s'agit de cannabis. Certains vont même jusqu'à dire que le consentement donné sous cannabis paraît plus valide que celui donné sous alcool. Mais il y a quand même une zone grise importante, la limite du consentement. À partir de quel moment une personne est trop intoxiquée pour réellement consentir? Contrairement à l'alcool, où les signes d'ivresse sont plus visibles, l'intoxication au cannabis est plus subtile, plus unique à chacun ou chacune. Pendant, j'ai réalisé que moi, j'étais vraiment high. C'était vraiment comme fusionnel avec l'autre personne, mais je réalisais plus nécessairement tout ce qui se passait et tout ça. Et c'est après qu'elle m'a nommé, elle dit Hey, toi, il me semble que t'étais vraiment high pendant genre, t'étais vraiment parti pendant qu'on le faisait. J'ai dit J'ai-tu fait quelque chose de mal, tout ça? Elle me dit Non, t'as fait vraiment très bien ça, comme une relation sexuelle comme on l'a normalement. C'était vraiment juste moi, ma vision de moi, qui m'a comme fait stressé de dire Ah ben là, c'est comme weird qu'on ait continué, j'aurais peut-être dû arrêter et tout, mais pendant que j'étais dans le moment, je- zéro ces idées-là me sont passées par la tête. Moi, je pensais qu'on était au même endroit, qu'on était dans le même truc. Fait que je sais pas comment on aurait pu le déterminer, ça, parce qu'à quelque part, moi, pendant le moment, j'avais pas envie que ça arrête et elle non plus. C'est peut-être une discussion qu'on aurait pu avoir au préalable de déterminer. Hey, c'est maintenant on réalise qu'on n'est pas exactement au même stade dans notre consommation, mais que les deux on a envie. Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on se le nomme tout de suite? Peut-être que si elle m'avait nommé ça au milieu de la relation, j'aurais peut-être dit, je pense que j'arrêterais d'abord. T'sais. Si je réalise que genre, ah ouais, on est vraiment pas au même stade, ou genre, donne-moi 1 heure, laisse-moi le temps de me cambrer un peu, puis après ça, au pire, on recommencera. Devant cette complexité, les jeunes qu'on a interrogés ont trouvé une stratégie. Parler du consentement avant de consommer. Établir leurs limites, leurs frontières, leurs attentes pendant qu'ils sont sobres. Pour eux et elles, c'est une façon d'éviter la confusion ou les malentendus une fois sous influence. D'autres utilisent des systèmes et des stratégies pour s'assurer du consentement au cours de la relation sexuelle, comme des systèmes de couleurs ou un safe word. Un truc un peu goofy que je fais, moi, j'aime bien à un moment faire comme yo, on a scale of 1 to 10, vous êtes pété à combien? Puis là, après, tout le monde comme commence à rire, yo, moi je suis à 8, yo, moi je suis posée, je suis à 4. Puis ça permet de gager aussi comme, oh, elle a dit qu'elle est à 9. Elle est posée, elle est chill, mais comme, je vais garder un œil sur elle. J'ai la chance, encore une fois, d'être très comme réveillée quand je suis high, mais c'est pas tout le monde qui l'a aussi. Fait que c'est une grosse attente par rapport sur qui que ce soit de faire ça. Mais si vous le pouvez, moi, je trouve que c'est un fou thing. Sans niaiseux, mais même super high, je serais quand même en mesure de dire hey, là, je suis à 10 sur 10. Ouais. Je suis vraiment parti, là. C'est Je ça. suis vraiment sur une autre planète. Bref, les jeunes le disent eux-mêmes, le consentement sous cannabis, c'est essentiel, mais c'est aussi une réalité pleine de nuances, de contradictions et de zones grises. L'oppression, c'est pas quelque chose d'abstrait ou de lointain. C'est un cycle très concret qui commence par un simple constat de différence entre un groupe de personnes et soi-même, et qui peut finir par structurer toute une société. Tout part d'une différence perçue entre nous et eux. On simplifie, on généralise, ça c'est le stéréotype. Puis, on y ajoute un jugement de valeur. Ça, c'est le préjugé.
Et quand ces préjugés se traduisent en comportements ou décisions discriminatoires, surtout quand ils sont portés par des institutions ou des groupes dominants, ça devient une oppression. Une oppression qui, avec le temps, peut même être internalisée par les personnes qui la subissent, ce qui renforce les stéréotypes de départ. Bien comprendre ce cycle, c'est essentiel parce qu'il nous aide à voir comment différentes formes d'oppression, qu'elles soient liées au genre, à la culture, à l'orientation sexuelle, à la classe sociale, au handicap, etc., ne s'additionnent pas seulement, mais interagissent et se renforcent entre elles, tout en créant des expériences uniques de vulnérabilité, mais aussi de résilience. Quand on ne dispose pas de ces savoirs comme intervenant-intervenante, n'hésitez pas à aller chercher de l'information, vous former, utiliser la supervision ou participer à des espaces de co-développement. Ces démarches-là vont vous permettre d'explorer vos angles morts et d'adopter des pratiques plus justes. Le savoir-être en intervention, ça implique d'adopter une posture réflexive face aux dynamiques de pouvoir et de privilèges qui structurent nos interactions. Ça suppose de reconnaître ses propres positions sociales. Par exemple, est-ce que je suis une personne blanche, cisgenre, hétérosexuelle? Et d'examiner comment ces privilèges influencent notre regard et nos pratiques. Des outils comme par exemple la liste des privilèges peuvent aider à prendre conscience de ces dimensions souvent invisibles. Le savoir-être, ça consiste aussi à remettre en question ses propres biais et stéréotypes pour favoriser une intervention qui est plus inclusive, respectueuse et consciente des rapports de pouvoir. Le savoir-faire en intervention s'appuie sur des compétences concrètes qui permettent d'établir une relation respectueuse et équitable avec chaque personne. La règle de base est simple. Traiter les autres non pas comme nous on aimerait être traités, mais comment ils souhaitent l'être. Et la meilleure façon de le savoir, c'est de le demander. Ça peut se traduire par des questions directes et bienveillantes, par exemple, par quel pronom souhaites-tu que je m'adresse à toi? Ou alors, souhaites-tu intégrer des éléments de ta spiritualité ou de ta culture dans nos échanges? Et si oui, lesquels? Le savoir-faire implique également de traiter chaque individu comme une personne unique plutôt que comme le représentant d'un groupe, de faire preuve de curiosité, d'authenticité et d'honnêteté et d'utiliser un vocabulaire adapté. Par exemple, un langage épicène, le lexique LGBTQ+, ou une terminologie respectueuse des cultures et des capacités. Il comprend aussi un engagement vers la justice sociale, agir comme allié, sensibiliser son milieu et promouvoir une culture d'équité. Finalement, un savoir-faire solide repose sur la capacité à identifier les forces, la résilience et l'agentivité de la personne accompagnée pour soutenir son pouvoir d'agir et son bien-être. Comme intervenant, je pense que c'est important aussi de prendre en considération qui est la personne en face de nous. Ça revient toujours à dire être ouvert, mais poser des questions. Donc s'intéresser aussi à travers ce que la personne vit et à travers qui elle est et comment elle se définit elle-même à travers ses différentes identités. Je pense que ça passe aussi peut-être par une compréhension de certains du vocabulaire, des mots, des termes qui peuvent être utilisés chez les jeunes, mais de façon plus large dans les sculptures de la diversité sexuelle de genre, sculptures de la diversité de d'autres cultures que la nôtre quand on intervient. Ça peut être au niveau des termes, mais ça peut être aussi au niveau de la réalité de la sexualité, de la consommation. Donc, apprendre aussi à pas juste utiliser les mots, mais à comprendre un peu plus à travers différents référents culturels l'expérience que ça peut représenter, tout en la calquant pas sur cette personne-là parce qu'elle peut le vivre complètement différemment que ses normes culturelles semblent lui donner. Mais d'où l'importance finalement d'avoir une posture de curieux. Parce que demander à la personne justement comment est-ce qu'elle vit les choses, quelles sont ses normes à elle, sans supposer aussi qu'elle colle ou qu'elle vit, qu'elle incarne les stéréotypes qu'on a sur ce groupe culturel ou cette communauté, peu importe. Pour être justement curieux, curieuse, puis de pas hésiter à aller s'éduquer davantage, puis se familiariser avec ce qu'on sait qui pourrait être moins confortable pour soi. Se familiariser avant l'intervention peut peut-être aussi éviter un peu des inconforts, où est-ce qu'on est dans la surprise, où est-ce qu'on est dans l'inconnu complètement, puis cette réaction-là peut être ressentie finalement par la personne auprès de qui on intervient. Je pense que d'aller se former, d'aller rencontrer des personnes qui ont un vécu expérientiel puis qui le partagent volontairement aussi dans des contextes de formation, tout ça, ben, ça peut être une bonne idée pour briser la glace.
quand arrive le moment d'inconfort et qu'on n'a pas eu le temps de le faire parce qu'on ne pensait pas que ça allait être un de nos besoins comme intervenant, je pense qu'on peut le nommer aussi certaines de nos limites ou tout simplement demander pour mieux comprendre aussi quels sont les besoins et donc on va comprendre quelles sont nos limites et ce sur quoi on doit continuer à travailler comme intervenant pour mieux accompagner ces personnes-là. Merci beaucoup d'avoir suivi cette série de formations. Vous avez maintenant entre les mains des outils et des repères pour accompagner les jeunes avec ouverture, respect et bienveillance, même dans les zones plus grises de la sexualité sous influence. La réduction des méfaits nous rappelle que chaque geste compte. Choisir l'écoute plutôt que le jugement, l'accompagnement plutôt que l'imposition, la curiosité plutôt que les certitudes. Et comme intervenant-intervenante, vous n'aurez pas toutes les réponses. L'important, c'est de rester attentif-attentive à vos angles morts, d'accueillir les réalités qui vous échappent et de continuer à apprendre aux côtés des jeunes. Alors, poursuivez le travail, continuez d'explorer, de questionner et d'innover pour bâtir des espaces où les jeunes se sentent en confiance de parler, d'apprendre et de faire leurs propres choix. Parce qu'en agissant comme ça, vous contribuez directement à une culture plus inclusive, sécuritaire et positive pour toutes et pour tous. Si vous souhaitez aller plus loin, on vous invite vraiment à tendre l'oreille au balado I Want You. Une proposition unique et riche où des jeunes adultes de 18 à 24 ans prennent la parole sur un sujet dont on parle rarement, les relations sexuelles sous influence du cannabis. C'est un espace sincère, surprenant et parfois déstabilisant qui saura piquer votre curiosité et nourrir vos pratiques d'intervention.